Au menu du Manga Vorace aujourd'hui, une sacrée mamie, tome 2, Frankenstein vu et revu par Junji Ito, Denjin-En et sa conclusion dans son 4e tome, les tomes 2, 3, 4 et 5 de Bakuon Reto, les tomes 6, 7, 8, 9, 10 de Kengan Ashura. N'oubliez pas bien sûr que vous pouvez utiliser le chapitrage pour naviguer dans la vidéo comme bon vous semble, de liker, de commenter, de partager. Générique. Yo, salut à toutes, salut à tous, c'est Authentique, bon appétit, on se retrouve pour un nouvel épisode à midi, le mardi du Manga Vorace. Bienvenue à tous les nouveaux et toutes les nouvelles abonnés arrivantes. On arrive très bientôt aux 2000 abonnés, ça fait très plaisir. Je vous le cache pas, je regarde ça avec un œil quand même très intéressé et assez impatient. Vraiment, ça fait plaisir, ça donne une énergie folle pour continuer de vous proposer un contenu à raison de 2 vidéos par semaine. Et on rentre dans le vif du sujet tout de suite avec l'énorme coup de cœur de la semaine. Le tome 2 en édition double, en réédition chez Delcourt Tonkam, du fabuleux, exceptionnel, Une sacrée mamie. Alors une sacrée mamie, on va pas être dans un manga d'action, on va pas être dans du shonen, on va pas être dans des pouvoirs magiques, du fantastique, de l'isekai. On va être dans une tranche de vie post-guerre, post-Hiroshima, au Japon, dans un petit village, même pas dans la ville, même pas à Tokyo, vraiment dans la campagne japonaise, avec tout ce que vous pouvez imaginer, toutes les images comme ça qui peuvent venir maintenant que je viens de vous le dire dans votre esprit, c'est exactement ça. L'eau courante n'est pas là, l'électricité à peine, l'argent n'est pas forcément encore le moyen qui est le plus utilisé pour acheter les choses, on fait souvent du troc, on s'arrange, même si évidemment on travaille pour gagner de l'argent bien sûr, et nous allons suivre les aventures d'un jeune garçon, Akihiro, qui vit désormais chez sa grand-mère depuis maintenant 3 ans. 3 ans dans ce tome. Il arrive chez sa grand-mère dans le premier tome. Certains diront qu'il a été abandonné par sa mère, délaissé, laissé, en tout cas sa mère à la ville ne peut pas s'occuper de lui, ne peut décemment pas subvenir aux besoins de ses 2 enfants, le père n'étant plus là. Et donc l'un des 2 est envoyé chez sa grand-mère, une sacrée mamie. On pourrait s'attendre dans ce manga à des choses violentes, à un enfant qui a du mal à grandir, qui se sent délaissé, qui se sent oublié, qui pourrait être perturbé, une mamie qui est obligée d'être sévère, qui est obligée d'être ferme, ou qui est démunie. En fait, pas du tout, c'est un manga d'une autre époque. Et donc, tous les codes actuels qu'on pourrait avoir comme ça en tête ne sont absolument pas présents dans ce manga. On est dans la culture japonaise, avec l'éducation japonaise de l'époque, et donc ça répond aux codes et aux souvenirs, parce que ce sont les souvenirs de l'auteur, aux souvenirs réels, mais vraiment réels, de ce qu'était la société à ce moment-là. Donc on est vraiment sur du slice of life, et sur une espèce de biopic en vérité, avec un enfant qui est très sensible, très doux, très agréable à suivre dans ses péripéties, tantôt bonnes, tantôt mauvaises, tantôt un peu moins bonnes. Bien sûr, c'est un enfant, bien sûr, il essaye de contourner un petit peu le règlement de temps à autre, mais on savoure tout ça. Et puis il y a la mamie qui est une vraie pingre en vérité, hein. Elle est dans un milieu pauvre, elle a du mal à subvenir à ses besoins. Le quotidien, la problématique quotidienne est de savoir quoi manger. Quoi manger pour le soir, le lendemain, c'est vraiment au jour le jour, mais avec une philosophie très agréable, très douce, très déterminée également. À chaque jour suffit sa peine, mais on va tout faire pour y arriver, on va tout mettre en œuvre pour atteindre nos objectifs, aussi simples soient-ils. C'est un délice de lecture. Le tome 1 plaçait un petit peu les choses, donnait un petit peu l'ambiance, et je trouve que le tome 2, dans les sentiments, dans les interactions entre les personnages, quand je dis le tome 2, en vérité, ce sont les tomes 3 et 4 du manga, donc oui, l'auteur a gagné en maturité, il a gagné en capacité à narrer, à extraire l'essentiel de ses souvenirs pour proposer comme ça des petits chapitres qui se suivent, qui constitue un fil conducteur mais sans scénario réel. On ne sait jamais trop ce qui va se passer au chapitre suivant parce que ce sont souvent des petits one-shots de chapitres, des petites tranches de vie comme ça. Un coup, il va falloir aller acheter des légumes, un coup, il va falloir faire la fête de l'école, un coup, il va falloir essayer de téléphoner à sa maman, un coup, voilà, ça va être des problématiques du quotidien chez un enfant, confronté à une réalité et à la dureté de la vie adulte de l'époque. Et on savoure cette simplicité, cette puissance des sentiments, cette chaleur humaine qui se dégage, mais
sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt à travers toutes les pages. C'est une très grande réussite. Je n'avais lu que le tome 1, je n'avais pas ce manga, pas forcément le budget pour l'acheter quand il était sorti, pas forcément la maturité pour me dire tiens, peut-être que ça peut être intéressant de le lire à ce moment-là. C'était sorti quand même il y a quelques temps, je sais plus trop, mais il y a quelques temps quand même. Je l'admets, j'étais passé à côté à tort, mais ça fait aussi partie de ces petits plaisirs des années plus tard, d'avoir les moyens finalement de pouvoir acheter des titres que j'avais juste regardé du coin de l'œil et de loin à un certain moment, de m'y intéresser aujourd'hui avec une autre maturité, avec un autre regard. Et honnêtement, c'est un régal, je vous assure, c'est un régal, je me répète. Si vous avez aimé Natsuko no Sake, parce que vous le savez, c'est une œuvre dont on a pas mal parlé sur certaines chaînes. Moi-même, j'aime beaucoup Natsuko no Sake et je trouve qu'Une Sacrée Mamie est encore plus savoureux, est encore meilleur à lire. Voilà, c'était le gros coup de cœur de la semaine. Alors je vous invite vraiment à la lecture. Et vous n'avez plus qu'à savourer, très honnêtement. On va enchaîner avec une nouveauté toute récente chez Mangetsu et évidemment le fameux Frankenstein de Junji Ito. Alors, je me suis fait avoir, je pensais qu'on avait toute une œuvre sur Frankenstein uniquement. Et en fait, non, nous avons également quelques petites histoires, je crois 6, d'Oshikiri. On en parlera tout à l'heure, on va d'abord s'intéresser à Frankenstein. Je ne vais pas forcément vous résumer, hein, Frankenstein, c'est une œuvre de Mary Shelley, je crois. Je dis pas de bêtises, attendez, ça peut être... Voilà, Mary Shelley, c'est ça. Bon, une œuvre plutôt gothique hein, dans son ambiance, dans sa narration, bien sûr. Et quoi dire ? Sur l'édition, très bonne, il n'y a pas à dire, Mangetsu fait vraiment un travail de qualité avec ses titres de Junji Ito, malgré l'absence du petit signet, encore et toujours bon. Est-ce qu'on pourrait pas avoir un goodies marque-page spécial Junji Ito qui pourrait servir pour tous les titres dans un des prochains volumes? Là j'envoie un petit message, partagez, faites péter sur les réseaux sociaux de façon à ce que Mangetsu puisse venir voir cette vidéo ou en tout cas entendre l'idée. Moi je ne serais pas contre. Voilà. C'est lancé, on verra. Frankenstein, donc le Frankenstein de Junji Ito, je trouve, est très fidèle dans l'ambiance et dans la narration à l'œuvre d'origine. Il faut savoir, je vous l'ai dit, je ne vais pas résumer l'œuvre d'origine, Frankenstein, c'est un être qui a été reconstitué par Victor Frankenstein, son créateur. Il lui a redonné vie à l'aide de différents morceaux de cadavres, un peu d'électricité, bon bref, c'est un truc un peu déjanté, un peu horrifique, alors un peu horrifique d'une autre époque tout de même. Moi, je vais vous le dire, mais vraiment cash, l'histoire de Frankenstein, je ne l'aime pas, je ne l'ai jamais aimé. Mais là, on avait du Junji Ito, on avait du manga, et je ne pouvais pas passer à côté. C'était pas possible, c'était pas concevable, et quelle que soit l'idée que j'allais me faire du manga, je savais que de toute façon je ne regretterais pas cet achat, parce qu'il a vraiment sa place dans la collection, et c'est comme ça. Mais Frankenstein, je suis pas fan, voilà, je suis pas fan, c'est un petit peu comme pour Dracula, c'est pas un peu plus quand même Dracula, mais Frankenstein vraiment pas. Donc je commence ma lecture en me disant, ça va pas te plaire. Et puis je m'installe comme ça avec l'embarcation, le navire perdu au pôle Nord qui fait la rencontre d'un individu suspect qui raconte un petit peu ses péripéties, et donc c'est Victor Frankenstein qui va nous raconter, nous narrer un petit peu tout le fil conducteur de cette œuvre, la création de Frankenstein, et puis cet être démesurément grand, effrayant, morbide et seul en fait, parce que le drame de Frankenstein, le drame de cette créature, c'est d'être seul, c'est de ne pas connaître l'amour, et c'est de ne absolument pas pouvoir... c'est pas possible. Et c'est de ne absolument pas pouvoir répondre à 3 questions essentielles de l'homme. Qui suis-je? D'où je viens? Et où je vais? Et notre créature-là, elle ne peut pas répondre à ces questions. Ou plutôt, elle n'y répond que trop. Elle est morte, elle a été créée et elle n'ira nulle part. Et ça crée un sentiment de solitude, de mal-être, d'absence d'amour incroyable. C'est ça que j'aime pas en fait, globalement. Pour moi, la mayonnaise ne prend pas à ce niveau-là. Mais c'est une œuvre qui pose vraiment des questions philosophiques essentielles. Et ça, c'est le côté intéressant. D'autant plus que Junji Ito, je trouve, le retranscrit incroyablement bien. Donc oui, c'est une bonne surprise, c'est une bonne lecture. Même si je préfère le Junji Ito qui fait du Junji Ito à sa sauce avec ses idées complètement pétées. Là, c'est une adaptation, je ne sais pas s'il en a fait d'autres, mais voilà, ce n'est quand même pas la lecture que je préfère de Junji Ito. Ceci dit, la deuxième partie du manga revient avec des histoires courtes. Alors certaines étaient présentes dans les chefs-d'œuvre de Junji Ito,
Mais globalement, on a 6 histoires avec Oshikiri. C'est comme ça aussi qu'il s'appelle, hein, disons pas de bêtises. Voilà, Oshikiri. Je l'ai sous les yeux, vaut mieux vérifier avant de dire une bêtise quand même, je pense que vous comprenez. Et donc Oshikiri, c'est un jeune garçon lycéen un peu taciturne, un peu spécial, comme d'habitude avec les personnages de Junji Ito, avec leur regard un peu machiavélique, un peu nauséeux, on sait pas trop s'ils sont bons, s'ils sont mauvais, ce qu'ils peuvent penser, on sait jamais trop jusqu'où ça peut aller, dans l'horreur, dans le frisson, dans le délire. Mais on sait, il est pas clair. Et il habite dans une maison qui est encore moins claire, qui est habitée par d'incroyables phénomènes paranormaux, puisque elle sert d'ouverture à des mondes parallèles où on a affaire à des Oshikiri encore plus machiavéliques, encore plus pétés, encore plus dérangés, meurtriers, serial killer, et en fait on plonge vraiment dans les abîmes, une fois de plus, dans les abysses du délire de Junji Ito, dans son horreur, puisque de fait le premier personnage d'Oshikiri que l'on trouvait plutôt sympathique en vérité, enfin bon, il y a un petit doute mais ça passe, est en fait la version light de tous les autres. Ce qui permet bien sûr à l'auteur de jouer avec l'horreur et de la faire grossir, et nous, lecteurs, de nous faire plonger à l'intérieur de plus en plus profondément. Ça marche, c'est sympa, c'est des petites histoires courtes, donc on reste un petit peu sur notre faim, vous savez, moi j'aime bien ça. On en redemande, et du coup, comme il y a d'autres histoires, on y retourne avec plaisir. Là, oui, c'est une bonne partie du manga que j'ai bien aimé, parce qu'on est dans du Junji Ito 100% création originelle, à l'inverse du Frankenstein, et j'ai préféré cette partie très honnêtement, même si globalement, la lecture du manga dans son intégralité reste un bon moment. Voilà, on va enchaîner maintenant avec un auteur que j'affectionne et dont je parle énormément. Lisez du Tsutomu Takahashi, lisez Black Box, lisez Soul Keeper, lisez Alive, lisez Blue Heaven, lisez Neun, lisez Sido, ou encore Bakuon Reto, avec notre bande de voyous, motards, un peu délinquants, surtout un peu démunis, qui savent pas trop quoi faire, si ce n'est que d'appartenir à un groupe de motards, les Bosozoku. Alors, on va démarrer à la base. Au niveau de l'édition, on a des covers qui ne sont pas désagréables, mais qui ne payent pas de mine. Ce n'est pas forcément toujours très vendeur, mais une fois qu'on connaît cet auteur, on se pose même plus la question. Alors, Bakuon Reto, donc j'ai fait la lecture des tomes 2, 3, 4, 5 d'un coup. Pourquoi ? Parce que c'est un auteur, d'une part, qui se lit vite. C'est un auteur qui possède de la matière dans sa narration, dans son dessin, dans son ambiance particulièrement. Systématiquement, je trouve que c'est un auteur qui nous en laisse plein les doigts. Parce que son trait est nourri, il est épais, il est vivant, et donc il est dynamique. Il est dynamique dans son trait, dans le mouvement, mais il est également dynamique dans les interactions sociales qui se posent, puisque la lourdeur ou non des traits, des visages, des expressions, des regards permettent tout de suite d'identifier l'intensité, la dramaturgie ou la légèreté de la scène. En général, c'est plutôt lourd, mais voilà, je pense que vous comprenez un petit peu mon idée. On a quelque chose d'incroyablement fluide, comme d'habitude, pourtant c'est une de ses premières œuvres, mais on a quelque chose d'incroyablement fluide et maîtrisé. Il est sec et efficace dans ce qu'il a à apporter, dans ce qu'il a à dire. On a l'impression qu'il nous raconte un petit peu sa vie, et une situation toute simple, il ne va pas l'embellir, il ne va pas mettre des guirlandes, des paillettes, il va la placer, il va nous la dessiner, il va nous la retranscrire, nous la raconter, de façon très synthétique, avec l'essentiel des petits moments clés de la scène. On a l'impression de la vivre, on a même l'impression de les connaître, notamment dans les échanges amoureux. On a l'impression qu'on aurait pu y être, peut-être pas de la même façon, mais en tout cas, on imagine très très bien notre propre expérience, notre propre vécu à travers la façon dont lui peut narrer les siens. Alors, il est fan de moto, il déteste les surfeurs par exemple, sans spoiler, mais nous avons tous, nous, des choses comme ça. On a aimé un sport, on a aimé faire une activité ou pas, on a aimé être avec un groupe ou pas, on a aimé certaines choses, certaines musiques ou pas, et c'est exactement ça qu'on lit. Là, bien sûr, c'est un gang, c'est un groupe, ils sont rebelles d'une société japonaise dans laquelle ils ne veulent pas s'intégrer, et pourtant, paradoxalement, ils en ont besoin pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir lui dire « on est là, on existe ». C'est un petit peu tout le nœud du bazar. C'est très sympa. On ne ressent à aucun moment une violence retranscrite, mais alors, il y a une violence sociale, mais parce que on les sent démunis de ce qu'ils pourraient devenir, de ce qu'ils n'ont pas envie de devenir, mais il n'y a pas une violence où on va s'arrêter et puis on va tout casser, on va tout taper. C'est pas ça, c'est plutôt regardez-nous, on existe. Et on existe à travers une forme d'anarchie, à travers une absence ou une désobéissance aux règlements existants, mais sans aller au-delà. Et ces jeunes-là, finalement, on se rend compte que
ils obéissent quand même un petit peu au système. Ils se rendent compte qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Ils ont envie d'être ce qu'ils sont, mais quand même, ils ont envie d'avoir une copine. Ils se disent merde, moi je suis un peu un loser, j'ai pas d'appart, j'ai envie d'avoir un appart parce que voilà, j'ai envie d'être comme ça, c'est la classe. J'ai envie de ma moto, j'ai envie de pouvoir l'acheter, j'ai pas envie de la voler. Zut, il me faut de la thune, j'en ai pas. Je travaille. Finalement, on sent bien, au fur et à mesure des tomes, je me trompe peut-être, il y en a 18, là pour l'instant on est qu'au 5e, que paradoxalement, pour ne pas faire partie de cette société qu'ils dénoncent, eh ben ils sont bien obligés quand même d'en accepter certains codes ou certaines règles, parce que sinon c'est pas possible. Et c'est drôle parce qu'en fait on sent tout un apprentissage, toute une maturité qui va s'installer au fur et à mesure des expériences, des vécus d'expériences. Et c'est vraiment, vraiment savoureux, c'est vraiment très très bon. Je m'arrête parce que de toute façon, le Tsutomu Takahashi, je vais encore en rebalancer une couche prochainement. Lisez Tsutomu Takahashi, c'est génial. On va enchaîner maintenant avec un manga très popcorn, très shonen, très caricatural, très testostérone avec le Kengan Ashura. Ce combat, ces combats entre des guerriers très très forts, très puissants qui représentent des entreprises, des entités. C'est une espèce de guerre moderne où on s'affronte indirectement entre entreprises avec à coups de millions, de milliards à travers un champion qui va affronter un autre champion et le Kengan Ashura permet de définir qui va être le super champion. C'est drôle. C'est bien foutu. Je vous l'ai dit, il y a du muscle, il y a du muscle, il y a du muscle. Évidemment, c'est très caricatural, donc s'il y a des gros muscles, il y a des gros boobs, ça c'est clair, voilà, vous avez tous les clichés du manga. Vous avez également les personnages qui sont très très faibles, plutôt petits, plutôt âgés, plutôt avec des lunettes, plutôt rachitiques. Bref, on est vraiment dans du cliché, mais il est dosé avec un humour, avec finalement quelque chose d'affiché, d'assumé, qui passe très très bien. C'est pas une dénonciation de l'auteur, il n'y a pas de moquerie, c'est juste mis comme ça, tel quel, ça marche très bien, c'est une lecture très fraîche avec des combats qui... Ouais, ça envoie quand même pas mal du pâté là-dedans. Ça se lit tranquille, ça se lit à la plage, ça se lit après l'apéro ou avant, comme vous voulez, au soleil, au pied d'un arbre, ça se lit sans prise de tête, et je vous l'ai dit, c'est une véritable lecture popcorn avec des traits incisifs, des traits rapides, violents, assez secs, énergiques. On ressent bien toute l'atmosphère, toute l'intensité des combats, ça rend vraiment vraiment service à l'auteur de maîtriser à ce point-là son univers, sinon c'est un manga qui serait assez banal, assez lambda. Là c'est pas le cas. On passe un bon moment. Alors, j'ai un peu de retard, c'est une série qui est en train de se terminer parce qu'elle est en 27 tomes et Karakuri Circus va arriver chez Meian. Donc là, je suis en train d'accumuler un retard. Ça m'embête un peu. Je vais quand même aller à la fin et je suis à la bourre avec Kingdom. Bon, bref, c'est un peu ma vie de youtubeur, acheteur, manga, consommateur. On va mettre ça de côté. Mais là, je sens que j'arrive dans une impasse. Voilà. En tout cas, Kengan Ashura, si vous aimez les mangas popcorn, si vous cherchez une petite lecture tout à fait sympathique avec de la grosse baston, alors ça marche. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Suivant. Et pour conclure ce manga vorace, on va donc s'attaquer au 4e et dernier tome de Denjin En avec ses auteurs, vous le savez, que j'affectionne particulièrement parce que ce sont des auteurs relativement dérangeants dans les thèmes qu'ils abordent et dans la façon dont ils le montrent, dans les histoires qu'ils racontent, dans les scènes, dans l'expressivité de ce qu'ils mettent en place, de ce qu'ils dessinent, de ce qu'ils dégagent. C'est un peu dégueulasse. C'était le cas dans Fortress of Apocalypse, c'était le cas dans Starving Anonymous, et donc le tome 1 de Denjin En ne dérogeait pas à la règle. On avait quelque chose d'assez pertinent, d'assez sympa, qui laissait place à une ambiance encore une fois malsaine, avec des idées originales et un trait rendant vraiment service à ce genre d'ambiance. Et je trouve que le scénariste comme le dessinateur arrivent à mettre en symbiose leurs compétences pour dégager des œuvres comme ça assez croustillantes, oui, mais assez dérangeantes aussi. Bon, sauf que j'ai eu un doute d'emblée sur Denjin En, et je vais vous le dire pourquoi. La première série qu'ils ont fait, Fortress of Apocalypse, était à 10 ou 11 tomes, la deuxième, Starving Anonymous, à 7 tomes, et là nous avons 4 tomes. Je me suis dit, ça sent pas bon. On est en train de diminuer comme ça progressivement le nombre de tomes, on le sait au Japon, les séries qui font pas beaucoup de tomes, on a une chance sur deux pour que ça soit arrêté prématurément parce que ça se vend pas, parce que c'est pas bon. C'est clair. Donc, de voir là qu'on diminue systématiquement, je me suis dit, Denjin En, ça finira pas terrible. Il y aura peut-être une histoire complète en 4 tomes, mais quelque chose me dit que ce sera pas forcément terrible au niveau du final. Et force est de constater que j'ai un peu raison. Je me suis un peu ennuyé dans un final qui, je trouve, arrive un peu en queue de poisson.
Il y avait beaucoup d'éléments dans les 2 premiers tomes, notamment dans le premier tome et dans le deuxième aussi, parce que ça nous prenait un petit peu à contre-pied. Il y avait beaucoup d'éléments qui laissaient penser qu'on allait avoir une construction comme ça, narrative un peu plus riche, un scénario plus étoffé, et donc on avait l'impression avec la lecture, je le pose, on avait l'impression avec la lecture des 2 premiers tomes qu'on ouvrait comme ça un univers, un monde, et avec le tome 3 et 4, on referme comme ça l'entonnoir, et ça fait pchit. Ça fait pchit parce que ce dernier tome, il manque de profondeur, mais cruellement, hein, vraiment cruellement. On a un manga lambda, pour vous dire, je me demande si je vais pas le revendre. Alors je vais en refaire une lecture totale avant tout de même, je vais le faire lire pour avoir un avis extérieur, et puis on verra bien. Et je suis en train de me dire que si je devais relire des mangas des auteurs, ce serait pas celui-là en fait, ce serait Starving of Anonymous ou Fortress of Apocalypse, mais ce serait pas celui-là. Voilà, donc je ne peux que vous encourager. De toute façon, je vous l'ai pas dit, mais les 3 sont chez Pika, donc si vous avez envie de découvrir ces auteurs, n'allez pas forcément vers Denjin N, mais plutôt vers une des 2 autres séries. Voilà. Bon voilà, c'est déjà la fin de ce manga vorace. Je parle, je vois pas forcément le temps passer. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Merci encore pour le soutien, merci pour les pouces, pour les retours, tout ce que vous faites depuis pas mal de temps. Vraiment, ça a fait énormément plaisir. Je vous invite à regarder la vidéo vendredi, les meilleurs mangas que je n'ai jamais lus. En attendant, lisez plein de mangas, et moi je vous dis